Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus aussi nombreux. On va commencer, même si je sais que d'autres personnes arrivent. Je suis très contente de vous accueillir ici. Je remercie le comité d'organisation, Guillaume Garot, Christophe Bouillon, François Calfon, Rachid Temal et d'autres qui, autour de moi, ont organisé cette université populaire participative qui est retransmise actuellement en Facebook Live. Donc je sais que plusieurs centaines de personnes se sont inscrites sur ce Facebook et je me réjouis de pouvoir, au-delà de cette salle et au-delà de Paris, associer des citoyens et des citoyennes qui ont envie de participer et de réfléchir avec nous. Nous avons, dans le contexte politique actuel, créé donc une association qui est un laboratoire de réflexion qui s'appelle Désir de France, avenir de la planète, pour analyser à la fois les problématiques du recul du modèle social français, la question de la crise démocratique et la question de l'urgence climatique. Et nous allons articuler ces trois priorités qui constituent le cœur de nos réflexions et de nos rencontres au cours de plusieurs universités populaires participatives, la prochaine se tenant le 31 mars sur les sujets crise démocratique et culture. Parce que nous considérons que le modèle social français, c'est aussi un modèle avec une forte dimension culturelle. Donc nous parlerons désormais de la sauvegarde, l'amélioration bien sûr, il ne s'agit pas de rester statique, mais la sauvegarde et l'amélioration du modèle social et culturel français. Donc ce soir, nous allons débattre avec deux invités. Jérôme Sainte-Marie, tout d'abord. Donc, qui a écrit il y a quelques années un livre sur la démocratie, sur la crise démocratique. Oui. Voilà, et qui vient de sortir donc ce livre tout à fait passionnant, Bloc contre bloc. Pourquoi, en emportant le traditionnel clivage gauche-droite, a-t-elle ravivé cette élection, a-t-elle ravivé des oppositions disparues? Pourquoi est-ce qu'il y a de nouvelles fractures sociales? En quoi le triomphe du bloc élitaire, qui étend son pouvoir sur l'entière société, a-t-il rouvert une grave période de tension et de violence? Donc, Jérôme Sainte-Marie, merci d'être là. Donc, ce qui a été prévu, c'est que vous alliez parler un quart d'heure. Et ensuite, il y aura un débat avec la salle. Notre deuxième invité qui est coincé dans les embouteillages, c'est Emmanuelle Amard, donc je la présenterai tout à l'heure, qui est, comme vous le savez, épidémiologiste et qui a écrit ce livre, Un silence toxique, qui a été celle qui a révélé l'affaire des bébés sans bras. Donc, moi, je l'ai rencontrée à ce moment-là. Et pour moi, cet exemple montre la question de l'articulation entre l'accès à l'information et la démocratie. Comment est-ce que sur un sujet aussi extravagant, enfin aussi douloureux que celui-ci, il peut y avoir encore des blocages sur l'accès à l'information, à la connaissance, au désespoir des parents qui ont mis au monde donc des enfants sans bras. Et elle racontera comment est-ce qu'elle a rencontré des blocages sur les alertes qu'elle a lancées, parce que c'était sa responsabilité de lancer ces alertes. Voilà. Et ensuite, j'aurai le plaisir de vous présenter mon dernier livre, Résilience française, qui porte également sur l'articulation entre la crise politique, la crise démocratique et la crise écologique. Voilà. Eh bien, Jérôme Sainte-Marie, je vous passe la parole. Vous voulez venir là ? Merci à vous. Bonsoir à toutes et à tous. Merci encore donc à Ségolène Royal de cette invitation et à Désir de France qui me permet donc de m'exprimer sur un sujet qui m'a suffisamment intéressé pour que je tente d'écrire un livre il y a quelques mois, donc Bloc contre bloc. Alors je précise tout de suite que finalement, avec Ségolène Royal, on se connaît assez peu. Donc, il y a effectivement des personnalités politiques avec lesquelles j'ai pu travailler. Ce n'est pas le cas de Ségolène Royal, ma connaissance. Et j'ai dit ça simplement, c'est pas pour marquer une défiance, tout à l'inverse, mais pour souligner à quel point les propos que je vais tenir, et dont Mme Ségolène Royal n'a pas eu connaissance avant que je les prononce, n'engagent véritablement que moi. Donc, je suis vraiment ravi donc, de pouvoir m'exprimer et de répondre ensuite éventuellement à des questions et débattre sur la période que nous traversons et de vous présenter
le prisme avec lequel je l'observe. Il y a d'autres façons de voir cela. Moi, dans cet ouvrage, bloc contre bloc, je suis revenu à mes premières amours, c'est-à-dire à la lecture du Karl Marx, sociologue et historien, ce que j'ai rarement l'occasion de faire dans mon métier de sondeur. Et il m'a semblé, et je n'étais pas été le seul, vous avez vu qu'à quel point d'ailleurs il y a une espèce de revival du marxisme, ou en tout cas au moins des formules marxistes, ce qui est tout à fait autre chose. Ces derniers temps, un certain nombre d'auteurs, effectivement, ont recours à cela. C'est en soi un petit phénomène éditorial significatif du fait que la tension dans ce pays est devenue si forte que l'on a recours désormais à des concepts très conflictuels, dont on peut après discuter la pertinence. Alors en effet, il est courant pour un sondeur, au bout de 2 ou 3 ans de mandat d'un président de la République, d'être amené dans différentes circonstances à commenter l'impopularité du pouvoir et le mécontentement multiforme de l'opinion. Ce n'est pas une fatalité. Lorsque Lionel Jospin était chef du gouvernement, au bout de 2-3 ans, je parle sous votre contrôle, il me semble que ce gouvernement était très fortement populaire. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est relativement habituel d'avoir un gouvernement impopulaire et d'avoir différentes formes de protestation sociale par rapport à des réformes qui sont annoncées. Il demeure que la situation actuelle n'a pas de précédent, en tout cas pas de précédent que j'ai pu connaître en 30 ans d'activité professionnelle dans le monde politique et dans le monde des sondages. Tout simplement parce qu'on a effectivement une impopularité qui, à la fois en termes de niveau et d'intensité, est tout à fait anormale, et que l'on vit, vous le savez, si partout en France, à Paris également, on vit désormais week-end après week-end, semaine après semaine, avec toutes sortes de mobilisations, des phénomènes, on voit des choses comme des institutions, comme les pompiers et les forces de l'ordre qui s'affrontent. Et en tout cas, on vit véritablement depuis 2 ans d'un climat de crise sociale perpétuelle et surtout de détestation réciproque des Français, tels que l'ont exprimé des auteurs ou des commentateurs aussi modérés généralement dans leur expression qu'Alain Duhamel. On a effectivement, alors quelques enquêtes pour le dire, bon, je vais raisonner en tant que sondeur, hein, mais je ne donnerai pas trop de chiffres. Un sondage Ipsos publié il y a quelques mois montrait que 71% des Français considéraient que le système démocratique fonctionnait mal et qu'il n'était pas représenté. Et de fait, quand vous avez voté pour un certain nombre de candidats de premier tour, vous êtes remarquablement mal représenté à l'Assemblée nationale. Non seulement vous êtes mal représenté, et quand vous êtes ouvrier ou employé, non seulement vous n'êtes plus représenté directement, ça c'est pas tout à fait neuf, mais là vraiment on atteint des degrés de sélection sociale sans précédent. Et certes, on a progressé, tant mieux, en parité, en diversité, mais par contre, sur la dimension sociologique, on a rarement vu une assemblée aussi élitaire. Et en plus, les candidats de premier tour de la présidentielle, en tout cas les formations politiques pour lesquelles votent désormais, c'est d'ailleurs un problème sur lequel vous aurez à vous pencher fortement les ouvriers et les employés, n'ont quasiment pas de représentation parlementaire. Donc c'est la voix populaire au sens social du terme est doublement éliminée. Donc là les Français ne se trompent pas tant que ça quand ils racontent cela. Par ailleurs, ils considèrent que depuis l'élection d'Emmanuel Macron, ça s'est plutôt aggravé. Et puis, tout cela, il y a des études du CEVIPOF, on commente ça, c'est pas si nouveau que ça. Mais il y a quand même des moments où cette impopularité gouvernementale, cette défiance à l'égard des institutions, ça prend une forme concrète. Et à ce moment-là, ces moments-là, c'est quand il y a des crises sociales. Moi, je n'en suis toujours pas revenu, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, pour essayer de le comprendre et, si je l'avais compris, de l'expliquer, c'est que la première semaine de décembre 2018, juste après ces scènes de violence très fortes à travers toute la France et notamment autour de l'Arc de Triomphe, qui ont été très largement médiatisées, alors que des gens comme moi, si on leur posait la question, pensez-vous que le soutien va s'amenuiser ? Ça me semblait évident que ce serait le cas. Or là, à ma surprise et à la consternation du pouvoir en place, 72% des Français, donc c'est le 3 ou 4 décembre, 72% des Français expriment soutien ou sympathie à un mouvement des Gilets jaunes dont on leur a montré, parfois avec une certaine complaisance d'ailleurs, les éruptions violentes. Ça, c'est quelque chose qui est profondément grave. Il y a quand même des symboles, sinon républicains, du moins nationaux, qui avaient été touchés. Là, on avait cela. Et surtout, quelques mois plus tard, en août 2019, c'est-à-dire au moment où la température était un peu retombée, vous aviez encore à froid, comme cela, vous aviez 23% des Français qui répondaient à l'Institut Ipsos que, dans certains cas, pour faire entendre son opinion, le recours à la violence
était justifiée. Bref, on revient à des phénomènes que moi je n'ai jamais connus, mais que je garde à très lointain souvenir dans les années 1970, où effectivement on a le recours à une forme de contestation extra-parlementaire, avec une forme de violence importante. J'ai même constaté, imaginez-vous que j'étais pour le Figaro Magazine, j'ai découvert pour le Figaro Magazine la manifestation du 8 décembre 2018. C'était donc l'acte 4 sur les Champs-Élysées, qui était un peu moins agité que la précédente, et j'ai eu l'immense surprise de voir des jeunes étudiants qui descendaient les Champs-Élysées avec une immense banderole et avec une formule une citation, de Charles Péguy, que Ségolène Royal doit connaître très bien. Et sur cette grande banderole était marqué « Il y a des ordres injustes qui cachent les pires désordres ». Donc j'ai la photo, j'ai la preuve, et donc il y avait du Charles Péguy sur les Champs-Élysées, c'est pas tous les jours que ça arrive. Bref, on a vécu en tout cas, durant ces semaines-là, et depuis sous une forme un peu apaisée, des formes de sécession sociale, de sécession psychologique, à la fois à Paris, puis là où j'ai pu me rendre en province également, avec une population qui n'a plus confiance dans le discours des politiques, des dirigeants, et qui a également très peu confiance dans le discours des médias. Ça pose un problème assez important. Il y a pas mal de sondages sur les médias, je ne vais pas y aller trop vite. Alors, peut-être je ne vais pas m'étendre là-dessus. Si je suis trop long, vous m'arrêterez, hein, bien sûr. Voilà, donc, pourquoi on en arrive là ? Il y a sur les gilets jaunes, tous les experts, en fonction de leur expertise, ont ramené ça effectivement à leur clé de lecture. Moi, j'ai ramené ça à la mienne, c'est-à-dire une clé de lecture avant tout d'opinion et sociologique. Il me semble que c'est précisément, comme c'était marqué sur le 4e de couverture, en voulant dépasser le clivage gauche-droite. Je pense qu'il faut, pour comprendre cette tension, il faut remonter à 2017 et même à 2016, par exemple au discours à la mutualité d'Emmanuel Macron. Il est encore ministre, mais il est déjà en train de lancer sa campagne. On a les fondements de cette tension et de ces divisions nationales. En voulant dépasser le clivage gauche-droite, de manière pour certains inattendue, le projet macronien a réveillé un imaginaire de lutte des classes dans le pays qui altère profondément, et c'est un peu notre sujet, les conditions du débat public. Et que donc ça réveille une certaine violence d'en bas, souvent très spectaculaire, mais comme des gens comme Victor Hugo ou Zola l'ont exprimé, la violence d'en haut, pour être souvent moins visible, peut effectivement parfois exister. Alors pour un électoraliste comme moi, c'est-à-dire un sondeur ou analyste des résultats électoraux, qu'est-ce que c'est que le macronisme? Alors c'est d'abord quelque chose, un phénomène politique qui repose sur une base quantitativement assez étroite. Il faut toujours le rappeler. D'ailleurs, l'aventure d'Emmanuel Macron ne peut exister que parce que l'on sait depuis 2015 que Marine Le Pen a toutes les chances d'être au second tour. Et on sait aussi quelque chose d'autre. Ça, c'est la première certitude. D'ailleurs, la campagne aura été finalement si mauvaise pour elle qu'elle a failli ne pas y être, mais en tout cas, on considérait ça comme un postulat intangible. Et il y avait aussi un second postulat intangible, quoi qu'on ait fait semblant parfois de croire. C'était que n'importe qui aurait été élu face à elle. Donc ça le permet à ce moment-là de devenir président de la République en étant fortement minoritaire. En l'occurrence, il a suffi de 24% des suffrages exprimés au premier tour, dont 57%, d'après les chiffres BVA, 57% des gens qui ont choisi Emmanuel Macron au premier tour disaient l'avoir fait par élimination des autres de manière négative. Donc c'est une base quand même étroite. Hein. Et 57%, c'est beaucoup plus. En général, c'était 44% en moyenne. Là, c'était 57% pour les électeurs d'Emmanuel Macron, un choix par défaut. Vous avez ensuite une élection législative qui, avec une telle abstention majoritaire quand même, ça ne s'était jamais vu, avec simplement 15% des inscrits qui choisissent des candidats au premier tour de La République En Marche. Et enfin, vous avez une élection européenne où ça se prouve à quel point le pouvoir se contente d'être minoritaire, et peut-être même qu'il s'en satisfait par certains côtés, on y reviendra. Vous avez un score qui est inférieur à 23% pour la liste Loiseau, et qui une seconde place, qui n'était quand même pas tout à fait l'objectif affiché, et qui est présenté comme un quasi-succès. Donc c'est une base électorale étroite, mais qui permet, dans le cadre des institutions de la Ve République, de diriger le pays et de le transformer.
Comme le disait Emmanuel Macron, une expression qu'on a peu remarquée, je crois, lors du discours du 12 juillet 2016, auquel j'étais allé assister, eh bien, il avait parlé de la fève de la Constitution, c'était la fève de la Constitution, c'est l'élection du président de la République au suffrage universel et l'immensité des pouvoirs qu'il reçoit ainsi. Alors c'est une base électorale étroite, mais c'est surtout une base électorale, et c'est là où ça devient maintenant plus intéressant, très typée. C'est-à-dire que c'est grosso modo, pour comprendre le vote de 2017 et les votes qui vont suivre, c'est très simple. Il faut suivre l'argent. Il faut simplement suivre l'argent. Je sais bien qu'il y a des gens qui ont des analyses plus subtiles que la mienne, mais moi ce que je vois simplement, c'est que plus vous étiez dans une situation financière aisée, il y a des instituts comme l'IFOP qui ont des indicateurs là-dessus, plus vous votiez pour Emmanuel Macron. Ça se voyait bien en 2017, mais ça se voyait encore plus en 2019, compte tenu de l'affaiblissement de la droite. Donc là, vous avez effectivement une corrélation très forte pour tous ceux qui ont à la fois du diplôme, de la propriété et de l'argent. Ils sont poussés à voter pour Emmanuel Macron. C'est vrai également quand on considère la classe sociale subjective, c'est-à-dire quand on demande aux gens, on leur propose de s'identifier à une classification sociale qui, en allant très vite, ressemble à des classes sociales. 37% des gens qui s'identifient aux classes aisées ont voté Macron au premier tour. 37%, classe moyenne supérieure, 35%, classe moyenne modeste, 22%, classe populaire, 7%. 2 ans plus tard, aux européennes, c'est encore mieux ou c'est encore pire, ça dépend comment on voit les choses. En 2019, la liste Loiseau fait 47%, donc c'est par définition au premier tour, c'est la proportionnelle, 47% chez les gens qui s'identifient aux classes aisées, 34% chez ceux qui s'identifient aux classes moyennes supérieures, 19% classe moyenne modeste, 10% classe populaire. C'est très très rare dans ce métier de voir une telle régularité et des écarts aussi spectaculaires sur un choix politique. À vrai dire, ça s'était observé, peut-être pas avec la même intensité, au moment des référendums sur l'Union européenne, enfin sur le 2005 et 1992. Mais lorsqu'on a peu à peu la gauche et la droite étaient devenus de grands massifs culturels dans lesquels il y avait une certaine synthèse sociologique. Si vous prenez le second tour de 2012, entre le candidat de droite et le candidat de gauche, vous avez très peu d'écart dans le choix des ouvriers ou le choix des cadres. Peu à peu, c'était des grands massifs qui permettaient, constitués autour des classes moyennes, avec forcément des gens issus des élites pour les diriger, c'est bien normal, dans une société comme la nôtre, mais qui avaient besoin des classes populaires pour le second tour. Généralement, les classes populaires avaient plutôt tendance à voter pour d'autres candidats que ceux issus du Parti socialiste ou de l'UMP ou de LR. Mais au second tour, dans le cadre d'un duel gauche-droite, il était nécessaire de retrouver ce vote populaire. Ça obligeait à des concessions. Tout cela, je ne le tire pas de mon imagination fertile, mais du discours d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a cette force, c'est aussi sa faiblesse, de dire beaucoup de choses. Lorsqu'il parle durant toute la campagne, notamment le 12 juillet 2016, et entre les 2 tours, il dit « Avec moi, il n'y aura pas de petits arrangements. Il n'y aura pas des petites affaires, il n'y aura pas ce que fait la classe politique. » Ça se veut très méprisant, mais en réalité c'est très révélateur, parce que qu'est-ce qu'il veut dire? Et c'est très clair quand on écoute la suite du discours. Qu'est-ce qu'il veut dire? Et que malheureusement les Français vont bien comprendre. Il dit simplement à ceux qui sont à la mutualité, à ceux qui sont à tout, et qui sont quand même issus d'un milieu, ça se voyait, ça s'observait, très favorisé, eh bien, il leur disait, avec moi, il n'y aura plus de compromis social. Vous étiez obligés de composer, aussi libéraux, etc., que vous étiez obligés de composer quand même avec les gens qui n'étaient pas libéraux parce qu'ils avaient l'impression de ne pas avoir les moyens de l'être et qui étaient attachés au service public, à tout cela. Vous étiez obligés de faire des compromis parce qu'il fallait bien faire 50% et une voix au second tour. Avec moi, et en 2017, ce n'est plus nécessaire. Il est tellement attaché à cette absence de compromis qu'entre les 2 tours, ce qui me frappe beaucoup, c'est que ça ne mangeait pas de pain de faire un geste à l'égard de tous ceux qui n'avaient pas voté, 76% qui n'avaient pas voté pour lui au premier tour. Or, là, il dit « je ne maintiendrai mon programme de réforme inchangé ». Il le sait, puisqu'il l'a gagné. D'ailleurs, il fête la victoire dès le premier dimanche. Donc, il sait qu'il a gagné. Et à ce moment-là, ça provoque une radicalisation. Alors, on peut trouver ça formidable. On peut dire qu'il a un excellent programme, qu'il l'applique. Et au fond, certains, de très bonne foi, de tout milieu, etc., se sont dit qu'il faut laisser sa chance à un projet de réforme du pays. Le problème, c'est que ne changeant pas son style, ni entre les 2 tours, ni ensuite durant son mandat, il a tendance à radicaliser sa base et surtout ses oppositions.
et tous ceux qui hésitent. Et peu à peu, ce que j'ai essayé de comprendre, moi, si vous voulez, pourquoi il y avait une telle intensité dans les réunions qualitatives, etc., de détestation pour Emmanuel Macron. Quoi qu'on pense d'Emmanuel Macron, il n'a quand même pas le temps de transformer le pays en 2 ans de manière à ce que les gens concernés en souffrent terriblement. Pourquoi ils exprimaient, et souvent des gens assez peu politisés en plus, cette détestation? Tout simplement, c'est ma clé de lecture, hein, il y a certainement d'autres peut-être plus pertinentes, c'est qu'à travers ce sentiment, parmi la ferveur qu'il remporte dans certains milieux, la détestation d'un autre, c'est un esprit quasiment de classe sociale qui se réveille. Ce que la gauche et la droite, encore une fois, avaient permis largement de surmonter au cours des dernières décennies. Voilà. Alors, je remercie Emmanuel Amar qui m'a permis de m'exprimer déjà très longuement. Donc, voilà. Donc, à partir de là, vous avez, ça je ne vais pas le développer, j'avais fait un chapitre là-dessus, mais vous avez effectivement un pouvoir qui se sait minoritaire, qui est minoritaire et qui a besoin par rapport à sa base, par rapport à son projet, par rapport à ses soutiens, de réformer radicalement le pays et de transformer. Ce qui est assumé, c'est un discours que je ne prête pas, mais enfin, qui est bien exprimé. Ça crée une situation là aussi très conflictuelle. Vous n'avez pas eu de référendum, vous n'avez pas eu de second tour très clair, et donc l'approbation de ce programme de réforme qui n'a en rien été changé, me semble-t-il, eh bien, se fait à rebours des sentiments d'une bonne partie de l'opinion. Et les sondages montrent qu'une bonne partie des Français, une majorité, considèrent que les réformes se font plutôt contre leurs intérêts que pour leurs intérêts. Sentiment qui n'est pas aléatoire dans la société. La France d'en haut considère que ça se passe pas mal, et celle d'en bas beaucoup moins bien. Et ça oblige forcément, là on arrive aux conditions du débat démocratique, à une volonté de contrôle qui là aussi s'exprime régulièrement. Contrôle donc par l'exercice de l'État, contrôle très général. Alors c'est très bien d'avoir, je ne pense pas que Mme Ségolène Royal soit une adversaire de l'autorité et de l'ordre, mais et les Français ne le sont pas non plus pour la plupart, mais ça s'exprime sous une volonté de contrôle qui est un contrôle quand même assez fortement, comment dirais-je, qui repose plus sur l'autorité d'en haut que sur le consentement d'en bas. Bon, je ne vais pas développer, ça a pas mal d'aspects, à la fois sur la gestion du maintien de l'ordre, sur la gestion de la justice, sur les lois anti-casseurs, sur le contrôle de l'information et des lois sur lesquelles il y a débat concernant notamment la liberté de l'information sur Internet, etc., au point que des auteurs aussi modérés que François Sureau ou Jacques de Saint-Victor, par exemple, plutôt libéraux d'inspiration, en sont venus à se poser des questions sur l'évolution du régime. Vous avez un livre de Grégoire Chamaillou, par exemple, qui est très intéressant, sorti cet été, qui articule régime autoritaire et réforme libérale, et qui donne des clés de lecture sur comment on peut avoir une certaine forme de libéralisme économique, de libéralisme culturel, mais avec un peu moins de libéralisme politique. Ce n'est pas forcément très contradictoire. Donc celui de Grégoire Chamaillou est très instructif, et plus généralement, c'est, encore une fois, beaucoup d'auteurs attachés au libéralisme politique se sont posés des questions. Je vais en finir, ce sera ma dernière partie, en essayant d'être un peu prospectif. Il me semble qu'actuellement, la base du macronisme, je ne l'ai pas développé, c'est ce que j'appelle le bloc élitaire, c'est-à-dire une bonne partie des cadres, une bonne partie des retraités, un peu par précaution, et puis une partie également, une partie importante, très importante, de l'élite réelle à la tête de l'État et à la tête ce que j'appellerais très traditionnel, le capitalisme français. Ce bloc élitaire a une sociologie, ces 3 piliers que je viens de décrire, qui se retrouvent lors de la campagne, mais qui se retrouve encore lors des européennes, qui se retrouve encore dans le soutien aux réformes, qui se retrouve encore dans le soutien à l'exécutif. C'est comme ça que je suis venu à cette conclusion. Comme sondeur, je voyais mois après mois, quand je regardais les codes de l'exécutif, toujours les cadres supérieurs, les retraités, plus haut que les autres. Et pour les élites réelles, ça c'était il y a d'autres manières de le vérifier. Vous avez donc une sociologie. Vous avez une idéologie qui est plutôt la convergence du libéralisme culturel, longtemps très cher à la gauche, et du libéralisme
des nuances au sein de la gauche, mais et du libéralisme économique longtemps cher surtout à la droite, en tout cas c'était comme ça qu'on se représentait les choses. Vous avez cette fusion des deux libéralismes, et puis vous avez une fusion voilà, un peu de gauche et de droite. Vous avez une triple réunification. Et c'est, à mon avis, une des clés des menaces pesant sur, comment dirais-je, je ne dirais pas sur la démocratie, ça serait très excessif, mais en tout cas qui altère certains aspects de notre démocratie et crée cette ambiance à la fois conflictuelle et d'un contrôle abusif. C'est au-delà de la volonté des uns et des autres, ça tient, à mon avis, c'est une clé de lecture que je propose, à cette réunification de la France d'en haut. Il me semble qu'au cours des dernières décennies, forcément, les élites étaient en place et les instances de contrôle de la démocratie, les conseils constitutionnels, le CSA, les tribunaux, la direction des grandes entreprises, notamment les entreprises de presse, etc., forcément, c'était les élites. Mais les élites étaient divisées entre la gauche et la droite, très largement. Et on savait que quand on appartenait à cet univers-là, on savait qu'un jour, quand on était en telle ou telle de ces institutions de contrôle, que si on était de gauche, un jour, ça serait la droite, et que si on serait au pouvoir, que c'était à la droite, un jour, ça serait la gauche. Là, il y a deux phénomènes qui jouent désormais. D'une part, l'unification très large de ces milieux autour de cette offre parue miraculeuse à une époque, donc le macronisme, et puis également le fait que l'alternance est indiscernable. Et ça, c'est tout système qui tend au monopole est mauvais, je pense en économie, je pense qu'il est mauvais aussi en politique. Et que donc le fait qu'on ait mis en scène cette opposition entre si ça s'est mis en scène, c'est qu'il y avait aussi des fondements dans la société, sinon ça ne se décrète pas, mais qu'on ait tellement joué sur l'opposition entre le progressisme et ce qu'on va appeler le populisme, parfois c'est le nationalisme, etc., ça crée les conditions non pas d'une alternance raisonnable, entre des deux projets politiques, chacun étant contestable, mais chacun étant acceptable, la gauche et la droite par exemple. Mais entre désormais, ça c'est un clivage qui n'est plus un clivage totalement démocratique, c'est un clivage qui relève de l'alternance interdite. Ça relève c'est un clivage qui devient quasiment métaphysique entre le bien et le mal. C'est un clivage qui ne prépare pas, si vous voulez, une démocratie apaisée. Donc ça c'est à la fois, ça s'est fait, c'est ce qui a permis l'apparition de la forme politique dont je parlais, mais en plus qui a été accentué pour des raisons d'utilitarisme électoral assez évidentes, par le pouvoir actuel. Ça, c'est un schéma, je pense, extrêmement étouffant, qui renforce en apparence l'autorité de l'État et, sur la population, mais qui, à terme, peut préparer à la fois des périodes de très grande tension, et puis éventuellement des surprises électorales qui auraient des conséquences que la plupart des gens ne souhaitent pas. Donc, il me semble qu'effectivement, les aspects l'altération du débat politique, le durcissement du climat social que l'on constate tiennent pour beaucoup à cette réunification de ce que j'appelle le bloc élitaire et à l'élimination de la perspective d'une alternance. C'est donc sans aucune complaisance pour Madame Ségolène Royal et pour vous tous qui m'avez invité à m'exprimer, puisque c'est un peu la conclusion de mon livre il y a quelques mois, je pense qu'effectivement on a placé désormais le pays, en tout cas de fait le pays est placé dans une tenaille politique d'autant plus redoutable qu'elle correspond très largement à une tenaille sociologique et une tenaille idéologique. Il n'est jamais très bon pour la paix civile que tous les clivages, au lieu de se croiser, se mettent à se superposer. Aujourd'hui, on arrive à une intensité, une régularité, une simplification des clivages qui aboutit à un durcissement généralisé et une détestation réciproque, c'est extrêmement négatif, et qu'effectivement, ceux qui pourront, dans les prochaines années, permettre d'échapper à cette tenaille, je pense, auront rendu un grand service à la fois au pays et surtout à la paix sociale et civile. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jérôme Sainte-Marie. C'est vraiment une analyse que vous avez bien concentrée. C'est un effort intellectuel remarquable. C'est tout à fait passionnant parce que ça remet aussi en perspective un certain nombre de données. En tout cas, les grands esprits se rencontrent, si je puis me permettre, ou les esprits efficaces se rencontrent, puisque c'est vrai que nous avons créé Désir d'avenir pour travailler justement à cette troisième voie et pour échapper à cette tenaille que l'on nous présente comme incontournable. Bloc contre bloc. Voilà, bloc contre bloc, exactement. Donc c'était tout à fait intéressant et c'est vrai qu'on perd parfois de vue les données
électorales, qui sont vraiment les fondements de toute démocratie, et rappeler, c'est vrai, ce socle de 24% que l'on avait mémorisé, mais ce qu'on avait moins mémorisé, c'est les 57% de ces 24% qui sont pas non plus un vote d'adhésion au départ. Au départ, non. Après, là, ce bloc s'est constitué. S'il s'est maintenu, c'est que certains sont partis, ça s'est vu aux européennes, oui, notamment issus de la gauche, et que beaucoup d'électeurs, qu'inversement, il est apparu comme une solution acceptable pour un certain nombre d'électeurs de droite. Il y a eu un transfert, en quelque sorte, électoral, qui a été très bien analysé par Opinionway, disons-le, oui, Bruno Jambard, le transfert électoral, justement, au moment des européennes, où l'identité sociale du bloc élitaire et du bloc macroniste se renforce, et c'est tiré vers le haut, si j'ose dire, mais par contre, sa nature sociale se transforme avec le départ d'un certain nombre de gens des classes moyennes, essentiellement, qui votaient plutôt à gauche, qui avaient donné sa chance à Emmanuel Macron, mais qui en étaient un peu revenus. Et puis parmi toutes les idées passionnantes que vous avez évoquées, il y a celle de la fusion des élites. Ça, je trouve que c'est une idée aussi très, très originale et que l'on observe, parce que maintenant, il n'y a plus aucun scrupule à passer de la finance à l'administration, puis le retour, puis le revient, etc. Alors que c'est vrai que la génération précédente s'engageait au service de l'État, fait parmi les dernières dinosaures de cette nature, où on s'engage au service de l'intérêt général, et puis on y reste, quelles que soient les vicissitudes. On se dit non, une fois qu'on part dans le privé, pourquoi pas, c'est tout à fait respectable, mais on y reste, mais on ne revient pas dans le public. Et je trouve que on le voit très nettement à tous ces va-et-vient entre le privé et le public, ont aussi favorisé cette fusion des élites. Et du coup, au sein même de l'élite, comme vous l'avez très bien décrit, on ne sent plus l'alternance possible. Et ça, c'est assez dramatique, parce que du coup, l'idéologie qui l'emporte, on le voit tous les jours, ce n'est pas l'idéologie du service public ou l'idéologie de la grandeur de l'État ou de l'intérêt général, mais c'est l'idéologie de l'ultralibéralisme, parce qu'on finit par nous faire croire que finalement la loi du marché ou la règle de la concurrence de tous contre tous serait plus efficace que le fonctionnement public. Mais non, même si le fonctionnement public peut s'améliorer, on doit toujours se réformer pour s'améliorer, il n'y a pas de hiérarchie de valeur entre le fonctionnement privé et le fonctionnement public. Et par exemple, quand on entend parler du déficit des hôpitaux, alors on réclame un plan des hôpitaux, quand même, et c'est extravagant. La seule chose qu'on entend du gouvernement, c'est mais on a repris la dette de l'hôpital. Une dette, d'ailleurs, au moment où les taux d'intérêt sont négatifs, qui, elle, paye des taux d'intérêt largement positifs. Mais l'hôpital public, même s'il faut toujours faire attention et améliorer la gestion, c'est comme l'éducation nationale, ça ne peut pas être excédentaire, ça ne peut pas être géré comme une clinique privée. La preuve, si les hôpitaux publics avaient disparu parce qu'on les aurait tellement dégoûtés qu'ils seraient tous partis vers le privé, c'est bien la pression qui est imposée à l'hôpital public, c'est quand même bien ça, c'est parce qu'on imagine que finalement il peut y avoir des cliniques privées qui seront moins bien remboursées, mais peu importe, et l'hôpital public disparaîtra. Mais face à une pandémie comme celle auquel nous avons à faire face, qu'est-ce qu'on deviendrait sans l'hôpital public? Et ce qui est extraordinaire dans la période que nous vivons, c'est le hasard peut-être malheureux, fait que brutalement et massivement démontré l'importance du réseau public et du rôle de l'hôpital public, avec ce dialogue qui a été perçu par les chaînes d'information entre ce médecin-chef hospitalier et l'actuel président de la République, qui est prodigieux de courage, de clairvoyance, d'expression sage de la détresse de l'ensemble des personnels hospitaliers, et qui est un moment de démocratie tout à fait passionnante. Merci en tout cas beaucoup. Alors, des questions ont été préparées, que vous avez communiquées, je vous en remercie. C'est Stéphane, il est là, Stéphane? Non. Et Loïc, qui a la liste des questions? C'est pas Stéphane il avait envoyé ça, pendant qu'on les retrouve, peut-être. Alors, questions non préparées. Mais c'était vos questions, hein, c'est certains d'entre vous qui les ont envoyées. Alors, on peut en improviser. On peut en improviser, donc on va prendre 2 ou 3, et ensuite on passera la parole à Emmanuel Amar, et après, si encore du temps, on reviendra au dialogue. Alors, allez-y, monsieur. Moi, je vous remercie. Tout le monde m'entend ou c'est bon? Oui. Moi, je vous remercie déjà pour cette intervention. Ça m'a beaucoup intéressé. Donc, c'est des éléments que j'avais plus ou moins perçus. Ah, très bien, merci. Bonsoir, merci. Est-ce que tout le monde m'entend mieux?
Oui. Donc merci pour votre intervention. Ce sont des éléments qui m'ont intéressé, que j'avais déjà eu l'occasion de brasser un petit peu. J'ai quelques petits éléments juste. Je voudrais quand même rappeler qu'Emmanuel Macron a été mieux élu en 2017 que ne l'avait été Nicolas Sarkozy en 2007, 1 million de voix près, et M. Hollande en 2012, 2 millions de voix près. En revanche, il a été moins bien élu que M. Chirac en 2002. Alors, réponse peut-être sur les questions. Vous me parlez là des scores des premiers tours. Du second tour, 20 millions de voix pour M. Macron, 18 pour M. Hollande en 2012, 19 pour M. Sarkozy en 2007. De fait, vous aviez en 2017 un choix qui était, compte tenu du caractère très particulier du Front National et de Marine Le Pen, si vous voulez, vous avez, et du rôle qu'il joue dans la société politique française, vous avez un choix un vote de barrage qui a été mis en scène de manière d'ailleurs très... comment dirais-je, presque caricaturale. Rappelez-vous des visites qui avaient été faites. Et c'est d'ailleurs le pari qui est fait de manière ouverte. Là aussi, il n'y a pas un Français qui ignore que le pari est fait pour 2022 de dire, de toute façon, face à Marine Le Pen ou au Front National, la victoire est garantie. Alors c'est très dangereux parce qu'il y a toujours des surprises en politique et que ce qui était effectivement une certitude en 2017, à l'époque où on essayait de nous faire croire en un suspense, où des gens comme moi étaient sollicités sur les chaînes de télé pour faire croire à un suspense, pour donner le maximum de voix, etc. Aujourd'hui, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on continue à nous expliquer, on nous explique que la victoire est certaine, alors que c'est faux. C'est faux. Aujourd'hui, c'est 43, c'est une des raisons d'ailleurs de l'écriture du livre aussi, c'est qu'il me semblait qu'il se passait quelque chose. Aujourd'hui, c'est 40, non seulement ce côté, comment dirais-je, le fait que la mise en scène de ce truc-là empêche des débats démocratiques sérieux, en plus, c'est un pari qui peut être perdu. Aujourd'hui, 43 ou 45% des Français dans des sondages, évidemment totalement virtuels à cette date, déclarent qu'ils pourraient voter pour Marine Le Pen. On arrive aujourd'hui dans un choix qui risque d'être un choix négatif, d'où l'intérêt des initiatives comme les vôtres, c'est-à-dire que autant, si vous voulez, Marine Le Pen était la meilleure chance de Macron en 2017, autant aujourd'hui, Macron est la meilleure chance de Marine Le Pen. Je ne suis pas en train de vous dire qu'elle sera élue, hein, mais je vous dis simplement que le risque désormais existe. Très bien. Alors la question. Oui, voilà, j'en arrive à ma question. Et maintenant, vous avez décrit l'état de sinistration du paysage politique français. Vous avez décrit la défiance croissante à l'égard des élites politiques, des élites financières. Peut-être n'avez-vous pas assez insisté aussi sur l'incapacité chronique des partis politiques ces 10-15 dernières années à faire pénétrer la société civile aussi dans leur brassage d'idées. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup joué. Je pense notamment à l'étude qui est sortie il y a un an du Cevipof qui a affirmé que seulement 9% des Français avaient encore confiance en les partis politiques. Et dans ce contexte, la question que je me pose, on n'est pas simplement dans une réflexion sur un duel Macron-Le Pen. La question. C'est pas ça. La question que je me pose, c'est comment reconstruire quelque chose qui puisse produire en l'espace de 3 ans suffisamment de confiance, pas forcément dans une personnalité, mais dans un projet qui puisse être de nature à remobiliser l'électorat et à éviter ce qui est annoncé par vous-même. Merci. Merci. Je vous réponds très rapidement. C'est évidemment pas mon rôle du tout, c'est le vôtre précisément, que de mettre en place cette offre-là. Je peux juste, moi, c'est mon rôle social, si vous voulez, c'est plutôt d'analyser les choses et de mettre en valeur certaines données d'opinion. Là, pour vous répondre, il y a un atout important, c'est que si 68% des Français anticipent un duel Le Pen-Macron. Et derrière ces deux personnes, les deux blocs comme ça que j'ai cru décerner. 68% le pronostic, mais seuls 28% le souhaitent. Donc vous avez, si vous voulez, un espace. Alors, ça ne veut pas dire que 72% les 72% restants, si vous trouvez une solution, se porteront spontanément sur elle. Il y en a d'autres. Mais inversement, ça signifie qu'on a une logique sociale et politique qui nous amène vers une perspective électorale que les trois quarts des Français refusent pour l'instant. C'est une question non préparée et qui va être très brève à monsieur, qui a évoqué en particulier, entre autres, la gestion des forces de l'ordre. Et moi, ma question, elle est la suivante. Que pensez-vous de la situation que je décris en 2 mots ? Il y a peu de temps, nous avions les forces de l'ordre, de police, qui tapaient sur la figure des pompiers. Ça signifie que même en 1986, le couple Pasca-Pandro
ministre de l'Intérieur de l'époque ne se serait jamais permis ça. Comment réagissez-vous à ça? Et est-ce que ça donne un signe de l'exécutif actuel? Oui, alors moi je ne répondrai pas sur les forces de l'ordre elles-mêmes, pour lesquelles j'ai le plus grand respect. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la manière dont elles sont encadrées par le pouvoir politique et par la justice. De fait, là, je pourrais me réfugier dans un certain nombre d'auteurs, hein, des juristes plus compétents que moi, etc. Mais pour avoir observé sur le terrain, pour avoir beaucoup suivi quand même cette période-là, et avoir un certain nombre de chiffres que l'on connaît tous, effectivement, vous avez un certain désordre institutionnel qui, à mon avis, a été créé avec, comment dirais-je, l'utilisation parfois d'ailleurs, et même très souvent contre leur gré, en réalité, des forces de l'ordre comme des forces de défense, non pas de la République, mais d'une politique et de ses dirigeants. Là, vous avez effectivement des éléments, là aussi dans l'opinion ça se voit, qui ont créé des failles tout à fait dommageables dans la confiance dans les institutions, puisque la plupart des Français considèrent que l'adversaire n'est pas, comment dirais-je, en notre sein, mais assez logiquement à l'extérieur. Non, mais juste en 2 mots. D'abord, je ne suis pas virulente. Je me permets juste de dire ça parce que dès qu'une femme parle politique, il y a un vocabulaire spécifique qui lui est accroché. Je suis pas et pour disqualifier une parole, vous voyez, on va dire elle est virulente. Ce n'est pas le sens de mon propos. Non, mais je pense que c'est inconscient. C'est-à-dire que vous reprenez des... Vous voyez, c'est pas volontaire de votre part, mais vous voyez, quand j'ai parlé, on a dit elle est virulente, elle est énervée, mercenaire, etc. C'est le même vocabulaire qu'utilisait Sarkozy d'ailleurs à mon endroit. Donc, il faut faire très attention. Non, je dis les choses comme je les vois, comme je les sens, avec ma responsabilité politique, avec ma connaissance des sujets, et même sur des choses dures, je les dis quand même parce que j'ai été sollicitée pour les dire. Et il me semblait de ma responsabilité politique de le faire. Et en plus, vous avez raison de le faire. Et en plus, comme j'étais une des premières à parler, à structurer une parole par rapport à l'analyse de ce qui se passait sur la réforme des retraites, donc au départ, on a cherché à disqualifier ma parole en disant qu'elle était virulente, et ensuite, les prises de parole institutionnelles sont parfois allées beaucoup plus loin. Et quand l'avis du Conseil d'État est sorti sur l'étude d'impact, on n'a pas dit que c'était une analyse virulente. Non, on vous a donne dit, raison. Oui, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est la première observation. La seconde, c'est que, vous savez, j'ai été aussi sans faiblesse par rapport dans mon précédent livre, ce que je peux enfin vous dire, sur le quinquennat précédent. Même si, il faut reconnaître que dans ce quinquennat précédent, il n'y a pas eu les reculs des services publics qu'on subit aujourd'hui. Il y avait quand même une base fondamentale de la gauche qui est quand même de défendre les services publics, et notamment il y a eu un plan de recrutement par exemple dans l'éducation nationale, mais sur tout le reste, sur la loi El Khomri, sur la fusion insupportable et tellement brutale des régions qui ont entraîné une désertification rurale et des déstructurations des territoires, sur toute une série de choses, sur les aides aux entreprises sans contrepartie. J'ai été très sévère par rapport à certains sujets, y compris quand j'étais au gouvernement, où je me suis opposée au 49.3 et je me suis très violemment aussi opposée à Manuel Valls sur toutes les questions écologiques, notamment sur tous les reculs qui ont eu lieu dans le domaine de la pollution. Souvenez-vous, les Boues Rouges, Notre-Dame-des-Landes, etc. Rémi Fraisse, la mort de Rémi Fraisse, j'étais quand même en opposition très très ferme vis-à-vis du Premier ministre de l'époque. Voilà, juste pour répondre brièvement à ce sujet-là, mais ça fera partie des débats à venir de nos universités populaires. J'invite monsieur à le relire, parce que je crois que... Ah voilà, c'est là-dedans que je raconte ça. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, j'essaye d'être juste. J'essaye d'être juste par rapport
à l'évaluation des politiques. Voilà, on va passer le... Merci encore beaucoup, hein, restez là. Voilà. Alors, je vous montrerai votre livre tout à l'heure. Donc, je vais passer la parole maintenant à Emmanuelle Amar, qui est une femme extrêmement courageuse, qui par son métier donc, de directrice du REMERA, c'est-à-dire l'organisme qui était chargé de surveiller les malformations en Rhône-Alpes, avait identifié depuis longtemps les anomalies et les étrangetés sur la naissance des bébés sans bras. Elle n'a pas été écoutée à ce moment-là. Et je trouve que c'est passionnant de voir par rapport à cette analyse de la crise démocratique, crise écologique. Voilà, là, on est vraiment à l'interconnexion puisque de cette crise écologique, parce que, comme elle va vous l'expliquer, puisqu'il n'y avait pas d'autres identifiants que celui de supposer que c'était lié à des facteurs exogènes et notamment des pollutions et des pesticides. En tout cas, moi, c'est ma conviction profonde. Donc, l'absence d'accès à l'information ou le secret qui entoure les drames sanitaires ont toujours été d'ailleurs des fondamentaux des régimes autoritaires. Hein. Et quand ça touche en plus à la naissance des enfants, je crois que c'est particulièrement symptomatique d'une crise démocratique qui mérite d'être mise à jour. Donc vous avez la parole, Emmanuelle Amar. Je vous remercie. Je vous remercie aussi pour l'invitation. Pardonnez-moi pour mon retard. Il y a eu des problèmes à l'arrivée à Gare de Lyon, des incendies notamment. Alors, je vous remercie pour cette invitation. Puis cette invitation, tout de suite, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Moi, je suis scientifique dans mon petit registre. Qu'est-ce que je vais venir faire là? Vraiment, la question s'est posée pour moi. Et il a fallu que je la justifie, et je vais la justifier tout haut. La justifier tout haut, comment? Donc, pourquoi j'accepte de venir témoigner, c'est en me présentant. Je suis simple directrice d'un registre de malformations, je suis épidémiologiste de formation. Un registre, c'est un organisme, une structure qui recense toutes les anomalies congénitales sur un territoire donné, en l'occurrence, c'est Rhône-Alpes. En France, il n'y a que 4 registres sur la France métropolitaine. Et pourquoi est-ce qu'on recense les malformations congénitales? Eh bien, à des fins de surveillance, c'est-à-dire comme un thermomètre qui mesure la fièvre, on va surveiller leur nombre pour vérifier si ils ne montent pas en excès, à des fins de recherche pour améliorer évidemment les connaissances. On améliore les connaissances pour la clinique, aussi pour la prévention, j'y reviendrai. Et puis, on surveille aussi pour alerter. Alerter qui? Les autorités sanitaires, les décideurs, lorsque l'on observe une anomalie dans la fréquence d'une malformation. Tout ça dans le but ultime de faire de la prévention. Et de la prévention, évidemment, de quoi? Prévention des anomalies congénitales qui sont celles qui sont évitables, parce qu'on considère que certaines sont évitables. Notre financement, alors ça c'est un premier point pour me présenter, et puis je vais présenter un petit peu ma structure. Tout simplement, c'est un registre, on est très peu nombreux, et on a un financement qui est à 100% public. Donc c'est vous, c'est nous, mes employeurs. Nous sommes adossés au centre hospitalier universitaire lyonnais. Et c'est donc une mission de service public qui nous est déléguée à des fins, donc, comme je l'ai dit, de recherche et de prévention. Et on a l'habitude de dire qu'à partir du moment où on reçoit des deniers publics, nos données doivent être publiques. Et c'est là où je mets le doigt sur le problème qui commence. Parce que ces données que nous collectons, que nous mettons dans une base de données, elles sont la propriété de tout le monde. Elles sont d'abord la propriété des parents, mais à partir du moment où elles sont anonymisées, c'est des données de recherche qui devraient être utiles à tout le monde, à la décision. Elles sont insuffisamment exploitées, c'est un premier point, parce qu'on n'a pas de crédit de recherche, mais c'est un autre point. Et puis, elles sont insuffisamment mises à disposition de tous qui pourraient décider, par exemple, de s'implanter, d'habiter dans tel ou tel endroit, parce qu'on se dit que là, c'est peut-être un endroit qui est plus... j'allais dire plus safe en anglais, c'est plus sécurisé du point de vue des risques que l'on fait courir aux générations à venir.
Nous avons des données météorologiques, nous avons des données sur les sites industriels, nous avons des données sur le trafic routier. Vous appuyez sur un bouton, vous savez combien de camions sont passés sur la RD 889, mais essayez de savoir combien il y a de malformations en France, vous aurez beaucoup, beaucoup de mal, on n'en sait rien. Et on ne sait pas non plus s'il y a des endroits qui agrègent plus de malformations que d'autres, qui pourraient nous faire penser qu'il y a peut-être quelque chose dans l'environnement qui est susceptible de les provoquer. Donc, on en arrive à la responsabilité du chercheur que nous sommes. Quelle est-elle? Elle est de mettre à disposition les données pour les décideurs, de façon à ce qu'ils puissent prendre des décisions, mettre à disposition des données pour les chercheurs, pour améliorer les connaissances, et donc ça se fait par le biais des publications scientifiques, et nous en avons. Et puis le problème, c'est quel est l'espace, quel est l'endroit où est-ce qu'on peut partager nos données, où est-ce qu'il peut y avoir un débat public pour dire ce que l'on fait, ce que l'on trouve, et qui puisse être partagé, j'allais dire même une tribune. Nous n'en avons pas. Il n'y a pas d'endroit où nous pouvons organiser ce genre de réunion. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté bien volontiers d'apporter ce témoignage. Parce que nous n'avons pas d'espace de débat public pour la recherche, pour ce que notre travail quotidien. Alors, en quoi mon expérience peut être intéressante? Je voudrais rappeler une chose, c'est que, comme vous le savez sûrement, là, il était question de démocratie sanitaire. Il faut savoir que ce sont les crises sanitaires qui, à toute chose malheur est bon, on sait que c'est les gueules cassées qui ont amélioré la chirurgie, sont les crises sanitaires qui ont aussi fait émerger de nombreux droits, des droits des patients. On a connu les lois Kouchner en démocratie sanitaire, le droit d'avoir accès à ces données. Et à partir de là, cette démocratie sanitaire, elle s'est pensée comme il ne peut plus y avoir de décision qui ne passe pas par l'avis des personnes concernées. Ça, c'est dans les textes, mais dans les faits, ce n'est pas tout à fait ce qui se passe, et je vais en parler. Et je rappelle aussi qu'à chaque crise sanitaire, à chaque scandale, appelons-le comme par son nom, qu'on puisse parler de la vache folle, des scandales du Distilbène, du Mediator, de la Dépakine, etc., du sang contaminé, a correspondu la création d'une agence sanitaire qui est venue comme une interface, un pare-feu entre le politique et puis le pôle opérationnel que nous sommes, hein, qui sont ceux qui sommes au contact de la recherche et des données. Et donc, nous dépendons des agences de santé et qui nous délèguent cette mission que nous occupons, c'est-à-dire collecter les données. Il se trouve que donc, nous collectons des données, c'est une mission de service public qui est déléguée par l'Agence Santé publique France, laquelle s'est constituée, comme vous le savez, mais alors là, la période n'est peut-être pas la mieux choisie pour le dire, mais comme je disais, après les crises sanitaires, mais après le fléau de fin du XXe siècle, qui a occupé tout le XXe siècle d'ailleurs, qui étaient les maladies infectieuses, transmissibles, et notamment le sida. Donc l'Agence Santé publique France s'est créée, qui s'appelait l'Institut de veille sanitaire, pour lutter, pour juguler ces fléaux infectieux, et on voit ça avec le Covid-19, c'est son rôle en ce moment. Et puis on a mis un peu de côté tout ce qui était pathologie chronique, cancer, maladies cardiovasculaires, malformations, qui sont les fléaux actuels qui tuent le plus, qui ont supplanté ces maladies infectieuses, mais qui sont en réalité le parent pauvre de la recherche. Si certains ici connaissent un petit peu les crédits qui sont alloués, on alloue beaucoup plus de crédits à ce qui est aigu que ce qui est cancer, etc. Et donc, comme on a très peu de crédits, on a peu de recherche, et la meilleure preuve, c'est exactement ce qui s'est passé avec l'affaire dont vous avez entendu parler, qui est l'affaire dite des bébés nés sans bras, dont Madame Royal vient de parler. C'est cette affaire qui a commencé à nous préoccuper. On ne pensait pas qu'elle prendrait les proportions qu'elle a prises dès 2010, où nous avons été informés de naissances simultanées dans un petit territoire rural d'enfants qui sont nés, et à la naissance, il leur manquait l'avant-bras. Nous en avons été informés, nous avons fait remonter cette information. Je vais faire très court, et nous sommes d'abord heurtés à un mur qu'on pourrait dire d'abord d'inertie, c'est-à-dire que comme on nous avait délégué cette tâche,
par définition, puisqu'on nous l'avait délégué, on n'avait pas de personnes compétentes dans le domaine des malformations pour comprendre de quoi on parlait, mais en même temps, on ne faisait pas confiance aux structures qui étaient en place. Donc, on avait cette sorte de dialogue qui ne pouvait pas passer, qui ne pouvait pas s'instaurer. Donc, je dirais d'abord une inertie. Ce qui a duré tellement longtemps alors qu'on alertait, et que dans l'intervalle, j'apprenais, au fur et à mesure que d'autres enfants naissaient dans ma région, entre guillemets, j'apprenais que dans d'autres régions étaient concernées exactement par les naissances de malformations totalement identiques et rarissimes. La presse s'en est mêlée et l'Agence Santé publique France a dû publier un rapport qui disait il n'y a rien. Et là, après cette inertie, nous avons eu affaire à ce qu'on peut appeler un déni de réalité parfait, qui est tellement grand déni que des scientifiques, dont j'ignore le nom, ont écrit au journal Le Monde pour dire qu'il y a véritablement un problème. Les données de Rhône-Alpes, les données d'Emmanuel Mars sont vraies. Il faut croire ce qui se passe. Il faut croire ce qui se passe en région. Et c'était tellement violent, cette affaire, quand elle a commencé en 2018, que 3 mois après, nous recevions notre lettre de licenciement parce que, non pas pour faute, mais pour raison économique, il n'y avait plus de budget. Et donc l'ensemble de l'équipe a malheureusement reçu sa lettre de licenciement avec des hospices civils de Lyon, le CHU qui déplorait complètement cette situation, qui nous soutenait, mais qui nous disait, nous, on a besoin d'avoir une vue à long terme, il n'y a plus de financement pour vous, on ne peut pas prendre dans la poche d'un CHU qui n'a pas vocation à faire de la surveillance, de l'argent qui est normalement dédié aux soins pour de la recherche, donc on vous licencie. C'est allé si loin que Madame Buzyn, à l'époque ministre de la Santé, a été interpellée, et là, on passe d'une inertie à un déni de réalité, à un déni, j'allais dire, de démocratie tout simple, qui est qu'elle a dit on va créer une commission, et cette commission de recherche, et cette commission, les clés de cette commission, la responsabilité de cette commission a été donnée à qui? À l'Agence Santé publique France, qui depuis 10 ans nous disait qu'il n'y avait rien, qu'il n'y aurait pas de recherche qui serait faite et qui avait été à l'origine de notre licenciement. Donc on imagine bien que cette commission, elle n'allait pas se désavouer. Et là, on est passé, donc là on peut dire, je ne sais pas, un déni de droit, je ne sais pas comment on peut appeler ça, puisqu'il n'y a pas eu d'épaysement. Je pense que quand on fait une instruction, quand il y a un problème, une controverse, on dépayse. Mais là, on a donné la clé vraiment aux personnes qui avaient justifier le fait que rien ne serait fait, qu'il n'y aurait pas d'enquête de terrain à ces personnes-là. Et là, à ce moment-là, donc l'Agence Santé publique France a créé cette fameuse commission. Et là, on a affaire à un déni de démocratie vraiment sanitaire, puisque de cette commission, il n'y avait ni famille, ni association, ni registre, mais mieux, les membres de cette commission, les experts, étaient anonymes. On nous a expliqué qu'on ne nous dirait pas les noms de ces personnes pour les protéger. Et donc là, les familles sont montées au créneau, je vais faire très court, et ont obtenu que les membres soient connus. Lesquels membres, quelques mois plus tard, après 3 réunions, ont annoncé qu'aucune, je dis bien, enquête ne serait faite dans l'Ain, parce que c'était trop tard, et que peut-être même que les cas n'en étaient pas tous, alors qu'ils avaient été évidemment expertisés par des professionnels du membre supérieur, et puis un petit cocorico, vous savez que c'est à Lyon qu'on a greffé les premières mains il y a 20 ans, que Lyon est la ville spécialisée dans le membre supérieur, donc expliquer aux professionnels lyonnais qu'ils s'étaient peut-être trompés sur le diagnostic, c'est pas très très bien perçu. Et on en arrive là, au fait que je viens ici pour témoigner d'une chose. On a l'assurance, il va y avoir un article dans une publication scientifique, dans une revue assez prestigieuse, qui va une nouvelle fois démontrer qu'il y a eu une anomalie de naissance d'enfants avec cette malformation très rare qui était en excès. Donc, pour lequel on suspecte fortement à partir du moment où les causes habituelles
ont pu être exclus, éliminés. Il ne reste plus, quand on a un agrégat comme ça, un rapprochement d'enfants, qu'à investiguer des causes qui seraient exogènes, environnementales. Et là, nous n'avons pas eu la possibilité, nous avons un comité scientifique qui a émis des hypothèses qui ont été validées par un comité scientifique fait uniquement de professeurs d'université, praticiens hospitaliers, et aucune des hypothèses qui ont été proposées à ce comité scientifique n'a été suivie des faits, puisque la décision a été prise qu'aucune investigation ne serait faite. Et on a d'un côté, c'est ça qui nous a fait de la peine un petit peu, c'est-à-dire que d'un côté, on a un discours qui nous dit le 21e siècle sera celui où la santé-environnement sera prise en considération, où on ne pourra plus se passer de l'avis des personnes concernées pour prendre des décisions, et on a vraiment le parangon de ce qui est le contraire de ce qui est censé se passer, à savoir que, il n'a pas été possible d'investiguer l'environnement du tout, ça n'a pas été possible. Et comme nous ne sommes pas gendarmes, nous n'avons pas pu faire de saisie sur les... enfin, je veux dire, nous ne sommes pas mandatés ni légitimes pour le faire, nous n'avons pas pu faire de saisie, nous n'avons rien pu faire. Donc on se retrouve face à cette question-là, et qui, je pense, correspond un peu à ce sujet de cette fameuse urgence à la fois démocratique mais aussi écologique qui, en l'occurrence, s'est trouvée complètement bafouée. Je posais la question sur les veaux, là. Alors, oui, vous m'aviez, quand je vous avais contacté, donc pour essayer de voir comment je pouvais vous aider, déjà en vous donnant la parole, j'espère que ça fera avancer les choses, puis peut-être il y a des parlementaires dans la salle qui pourraient peut-être demander une commission d'enquête parlementaire, parce que Guillaume Garot, qui connaît bien les sujets agricoles, en tant qu'ancien ministre de l'Agriculture, et vous m'avez expliqué, parce que moi, mon intuition, c'est qu'il y a eu un usage de pesticides très toxiques qui sans doute interdits, parce que j'ai eu l'occasion dans ma région Poitou-Charentes de découvrir qu'il y avait des trafics de pesticides en provenance d'Espagne, très toxiques. Et donc ça peut être une des hypothèses. Il suffit de prélever un échantillon dans les sols et puis d'analyser les sols, et on verrait tout de suite ce qu'il y a eu. En fait, ce serait assez rapide. Et alors, ce qui m'avait beaucoup marqué, c'est que vous m'aviez expliqué qu'il y avait eu déjà des naissances de veaux. Avec des terminaisons non terminées, des veaux sans queue, par exemple. Sans côte et sans queue. Sans côte et sans queue, et que ça aussi, ça aurait dû lancer l'alerte par rapport à la toxicité du territoire. Exactement. Il existe à Maison Alfort et puis chez nous, Marcy-l'Étoile, l'école vétérinaire de Lyon, un groupe de travail qui s'appelle l'animal sentinelle, pour lequel on estime que, vous savez que le modèle animal n'est jamais parfait pour l'homme, que l'affreux scandale thalidomide, ce médicament des années 60 pour les femmes enceintes, n'avait pas montré de tératogénèse, ne provoquait pas de malformation chez le rat. Donc, c'est la raison pour laquelle on l'avait distribué l'argamanu chez l'humain. Malheureusement, le rat n'est pas un modèle toujours exact. Et au cas où il n'y a pas de modèle exact, c'est très difficile. Donc, il y a cette thématique de l'animal sentinelle qui consiste à dire que là où il y a des anomalies en excès chez l'animal, il faut se poser la question chez l'homme. Et quand nous, on a eu cette information, comme on collecte les données, j'ai appelé moi-même, c'est moi qui ai appelé les maires, et j'avais un questionnaire qui fait plus de 300 questions, un questionnaire environnement sur tout ce qu'elles font, y compris si elles vont dans une salle de sport, si elles prennent des douches, pour savoir s'il y a des points communs entre elles. Et là, pour les animaux, il y a une dame qui m'a dit, mais moi, dans le GAEC, enfin le groupement agricole, parce qu'on est dans l'Ain, c'est très rural, c'est le poulet de Bresse et le charolais. Et cette dame m'a dit, mais moi, le GAEC à côté de chez moi, il y a des veaux qui sont nés avec des malformations. Donc, on a retrouvé les fameux GAEC, et dans lesquels les éleveurs m'ont confirmé qu'ils avaient eu des naissances de veaux sans côte et sans queue. Là, je me suis tournée vers la direction départementale de la protection des populations, donc ça, qui relève de la préfecture vétérinaire, qui a confirmé par écrit ces naissances anormales de veaux, et qui, par la suite quand l'affaire a été médiatisée,
à nier avoir observé ces naissances anormales. Heureusement, nous avions tous les mails qui l'attestaient. Et puis, nous avions surtout, dans notre conseil scientifique, le professeur Gérard Keck, qui est professeur à l'école vétérinaire et qui est toxicologue et qui avait obtenu des réponses écrites aussi de la part des vétérinaires. Donc, nous avons pu prouver que ces veaux n'avaient pas été du tout inventés. Mais cette grande question des animaux, on pourrait en débattre parce que j'ai beaucoup de contacts avec notamment une primatologue du Musée de l'Homme à Paris qui travaille en Ouganda sur les singes. Sabrina Kiev. Sabrina Kiev, exactement, et qui a observé aussi l'Ouganda se développant du point de vue de son agriculture assez intensive, que les forêts reculent, donc les singes reculent, sont tout à fait au bord, et là où il y a du maïs, comme chez nous dans l'Ain, sur une population de singes adultes, elle a 30% de malformations chez des singes adultes qui sont quand même assez proches génétiquement de nous, et on aimerait travailler ensemble, justement, on aimerait travailler ensemble parce qu'elle connaît les singes, nous, on connaît les humains, et ma première question a été de lui dire, oui, mais il y a des humains qui vivent là, et elle m'a dit, les enfants des villages aussi ont des malformations, mais eux ne vivent pas. Ouais. Parce qu'il n'y a pas une prise en charge rapide, parce que c'est des malformations qui parfois sont incompatibles avec la vie, et donc ils sont très difficiles à dénombrer, mais c'est quelque chose qui alerte énormément. Qui nous alerte, sur lequel on a vraiment envie de travailler. Il y a vraiment une matière à travailler, mais on a l'impression, c'est l'impression que j'ai eue, c'est qu'on avait une sorte de cloison étanche, comme des sous-marins avec des cloisons étanches, qu'on ne pouvait pas passer de l'homme à l'animal facilement. Ensuite, ce que vous disiez très justement à propos des trafics de produits phytosanitaires, on a la chance à Lyon d'avoir Europol, et donc on a pu avoir des informations de la part des chefs de service de cet organisme qui nous disaient que à Villefranche-sur-Saône, qui est un des plus grands péages autoroutiers de France, et qui est à 5 km à vol d'oiseau de notre cluster, il y a eu des saisies de pesticides importés d'Andorre et d'Espagne qui montent jusqu'en République tchèque, où ils passent ensuite en Ukraine, et puis ils reviennent avec des bidons qui sont étiquetés dans différents pays. Donc on a eu des saisies. Ça correspond quand même à 14,5% des ventes de produits phytosanitaires. Et parfois, comme on dit, à l'insu du plein gré de certains agriculteurs qui, de bonne foi, achètent des produits un peu moins chers, qui ne seraient pas tentés, et qui en réalité sont des copies. Mais alors on se dit, si c'est des copies, c'est bon, on prend le produit Princeps. Mais non, parce que puisque c'est moins cher, il y a peut-être, et pour que ce soit efficace, ajouter des substances qui sont interdites, puisque nous avons fait des carottages via l'Université de Savoie, et nous retrouvons des produits interdits. Nous trouvons des produits interdits depuis plus de 15 ans. Nous trouvons aussi des produits issus qui ne sont pas indiqués pour les traitements de culture, mais qui sont détournés de leur usage pour aller en agriculture. Donc tout ça mériterait d'être étudié, et malheureusement, nous sommes là à l'arrêt total, et nous le déplorons. Merci de ce témoignage. Voilà, donc on va essayer de vous soutenir dans vos démarches. Je vous remercie. Voilà, de vous appuyer avec des Désirs de France, pour que vous puissiez ouvrir, que les portes puissent s'ouvrir devant vos investigations, et que les familles puissent recevoir une réponse. C'est un bel enjeu de démocratie et de transparence. Voilà. Est-ce qu'il y a une question? Parce que je vois que le temps passe. Oui, monsieur? Oui, merci pour votre témoignage. Qui crée les agences de, comme vous dites, de contrôle sanitaire, ou qui font barrage? C'est qui? De quel ministère? Quelle personne? Oui, alors c'est l'agence Santé publique France qui est censément indépendante.
donc ce qui s'appelait autrefois Institut de veille sanitaire. Et maintenant, c'est associé à ce blocus l'ANSES, l'Agence Santé-Environnement, pour laquelle on est toujours en grande difficulté. Je vous donne un exemple tout bête. Mais les produits qui ont été utilisés. Les produits qui ont été utilisés depuis 2015, c'est l'ANSES qui donne les AMM, les autorisations de mise sur le marché. C'est très très difficile, alors je ne suis pas juriste, moi du tout, mais quand vous voyez que l'autorisation de mise sur le marché est étudiée et donnée par une agence, qui est la même agence qui va ensuite étudier si oui ou non il y a des anomalies. Est-ce qu'elle peut se désavouer elle-même sur l'AMM qu'elle a donnée? C'est la question de juger parti qui nous pose problème, nous. C'est évident que... est-ce que... alors, avant, c'était le ministère de l'Agriculture. Ça a été, cette prérogative a été donnée à l'ANSES. Il ne m'appartient pas de le juger. Mais il se trouve quand même que quand on parle de ces produits, l'autorisation a été de mise sur le marché. Donc, l'évaluation a été faite par l'ANSES. Et c'est l'ANSES qui coordonne, s'il y en a, des études d'impact environnemental. Donc ça pose vraiment une question. Autre question, aussi toute bête, vous savez que les industriels, ils sont obligés, avant de mettre sur le marché, ils sont bien obligés de tester les produits. Donc les produits, ils sont testés en obtenant des autorisations dites de 120 jours sur un hectare de terrain, par exemple. Et puis au bout de 120 jours, on regarde à quoi ça ressemble. Si ça a fonctionné, il y a une autorisation de mise sur le marché qui est donnée. Mais si ça n'a pas fonctionné, parfois on en redonne une autre jusqu'à 240 jours. Et si ça n'a pas fonctionné, si on voit qu'il y a des bestioles qui sont mortes, que ce qu'on voulait tuer n'est pas mort, mais que des choses... Ben, qu'est-ce qu'on fait? On ne la donne pas, l'AMM. En attendant, le produit a bien été épandu à côté d'habitations. Et ça, on n'a pas la possibilité de savoir ce qui a été épandu. Et ça, c'est pour nous qui sommes là du côté médical, c'est-à-dire nous avons les enfants, nous avons les diagnostics, et ils sont à côté de champs, et on ne sait pas ce qui s'est passé. On n'a pas cette transparence-là. Voilà, donc il y a du travail à faire, on va s'y atteler. Hein, Guillaume? Non, on va regarder ça, y compris sur les démarches judiciaires, pour vous appuyer. Voilà, merci beaucoup, on vous applaudit. Bon, il nous reste 10 minutes. Voilà, il nous reste 10 minutes, donc je vous avais promis quand même de vous parler de mon livre qui sort la semaine prochaine. D'ailleurs, je pourrais faire quelques dédicaces, il y a Marilyn qui est là, qui a quelques livres, c'est pour ceux qui le souhaitent. Mais comme j'aurai l'occasion de revenir, de faire des dédicaces, des conférences, etc., je vais être très brève et pour que nous puissions clôturer dans les temps. Je voulais vous dire que ce livre, qui s'appelle « Résilience française », je vais expliquer ce que ça veut dire, est une articulation, une vision, au fond, de la crise climatique et de la crise politique. Et je montre à quel point les mêmes mécanismes de violence, de harcèlement, il y a du harcèlement sur la planète, comme il y a du harcèlement, comme vous l'avez si bien décrit, Jérôme Sainte-Marie, du harcèlement sur les services publics, sur les gens qui manifestent, etc. Et la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que la politique est devenue aussi violente, finalement, que la crise climatique? Et en réfléchissant aux concepts liés au climat, notamment le concept de résilience qu'on utilise maintenant, par exemple, sur les territoires qui ont subi des catastrophes climatiques, les mécanismes d'adaptation ou d'atténuation, je me dis, mais finalement, la politique devrait s'inspirer de ce que l'on apprend de la nature, à la fois pour changer les modes de gouvernance, pour changer le regard sur la dimension humaine des choses, et pour changer de processus de décision. Et ce livre, je l'inscris dans la continuité et dans la main tendue de Stéphane Hessel. Certains d'entre vous étaient peut-être déjà là lorsque nous avions organisé une université populaire avec Stéphane Hessel en 2009. Alors j'ai relu à cette occasion tous ses écrits. Vous vous souvenez de ce manifeste magnifique d'Indignez-vous. Et ce livre commence par un extrait d'Indignez-vous que je vais vous lire parce qu'il n'a pas pris une ride, si j'ose dire, de ce vieux monsieur formidable, ce vieux témoin de l'histoire qui était Stéphane Hessel. Et à mon avis, Stéphane Hessel, il aurait été aux côtés des Gilets jaunes. Parce que regardez ce qu'il disait. Donc nous sommes en 2008, c'est-à-dire il y a plus de 10 ans. On ose nous dire que l'État ne peut plus assurer les coûts de ces mesures citoyennes que représente la sécurité sociale, donc les retraites, la santé, etc. Mais, disait-il,
comment peut-il manquer aujourd'hui de l'argent pour prolonger ses conquêtes sociales alors que la production de richesses a considérablement augmenté depuis la libération, période où l'Europe était ruinée et où pourtant où la France a fait la sécurité sociale. Sinon, dit-il, parce que le pouvoir de l'argent tellement combattu par la résistance n'a jamais été aussi grand, aussi insolent, aussi égoïste, avec ses propres serviteurs jusque dans les plus hautes sphères de l'État. L'écart entre les plus pauvres et les plus riches n'a jamais été aussi important. Et voilà ce que disait Stéphane Hessel. Stéphane Hessel qui était respecté de tous, droite, gauche confondus, tellement il avait éprouvé par son engagement à quel point il tenait à ces valeurs de la résistance et de tout ce qui avait été construit après la résistance. Et alors il rappelait toujours que l'indignation était à l'origine de la résistance et il mettait en garde contre le pire des dangers qui était l'indifférence. Et alors je prolonge cette main tendue de Stéphane Hessel, puisqu'il avait eu la gentillesse au cours de cette université populaire qui portait à ce moment-là sur les relations entre l'Europe et l'Afrique, et que j'ai mis d'ailleurs sur les réseaux, comme vous avez pu le voir, avec cette magnifique voix et cette magnifique force de témoignage qu'il avait. Il m'avait dit ceci: il faut revenir à ce que Ségolène nous propose, la vérité et la réconciliation. C'est là que nous allons trouver des ressources extraordinaires dans des jeunesses qui ont devant elles la possibilité de construire un monde digne des grands exemples qui, mis ensemble, constituent une vision, un monde beau et poétique. Et chère Ségolène, avec désir d'avenir et aujourd'hui avec désir de France, disait-il, puisqu'il était donc invité dans ce cadre, si vous y participez à votre courage et avec votre énergie, c'est la vôtre, hein, moi je ne peux pas le porter ça toute seule, nous vous en serons reconnaissants. Et donc je m'inscris dans cet ouvrage à cette suite, en me disant qu'il faut prolonger cette analyse. Et donc je fais une comparaison d'abord entre la crise climatique et la crise démocratique, et je montre qu'il y a un rapprochement entre les différents symptômes de ces crises, et j'en tire la conclusion que nous pouvons y trouver des remèdes qui se ressemblent. Et je dis ceci, je dis que nous sommes à un point de bascule. Qu'est-ce que c'est que ce point de bascule? On connaît le point de bascule sur la planète, parce que tous ceux qui tirent la sonnette d'alarme disent mais est-ce que ça ne sera pas trop tard si nous n'allons pas plus vite pour lutter contre le réchauffement climatique? Et moi, je pense de la même façon qu'en politique, nous sommes à un point de bascule, et notamment pour la défense du modèle social et culturel français, et que si des coups continuent à être portés aussi violents, et c'est pour ça que c'est bien que les Français aient résisté, et qu'aujourd'hui au Parlement, ça résiste contre la réforme des retraites, qui est refusée quand même à plus de 70% des Français, parce qu'ils sentent que le socle et que le patrimoine qui est le leur, avec la retraite, avec la santé, avec l'hôpital public, avec l'école, etc., sont gravement menacés par cette nouvelle idéologie ultralibérale et par cette mondialisation financière. Et par conséquent, là aussi, le point de bascule est atteint. C'est-à-dire que je pense sincèrement que si les coups continuent à être aussi violents contre le modèle social, ça sera très difficile de le réparer. Et c'est pour ça que, comme Stéphane Hessel, il ne faut pas tomber dans l'indifférence, mais il faut continuer la résistance. Alors voilà, donc je ne vais pas être plus longue. J'explique ce que c'est que les dérèglements violents, pourquoi on peut croire... je compare les écosystèmes naturels et les écosystèmes humains, montrant en quoi ils se ressemblent. Je montre aussi comment est-ce que le pouvoir en place divise pour régner. Et je décortique justement la réforme des retraites pour montrer qu'on a eu droit à toutes les analyses. On a eu droit au chauffeur de bus du Havre qui était plus favorisé que le chauffeur de... Et on a eu droit aux dénonciations des corporatismes, comme s'il fallait dresser les groupes de Français les uns contre les autres. On a eu droit aussi à la peur du déficit. Et je démontre à quel point, dans cet argumentaire de la peur du déficit à terme, c'est une tentative aussi pour faire tomber toutes les résistances. Parce qu'à un moment, les gens se disent « Ah oui, non, mais ah non, si dans 20 ans, on ne peut plus payer les retraites, ah ben, ils ont peut-être raison, il faut peut-être céder. » Mais non, il n'y avait pas de déficit du système de retraite.
Mais l'argument, on le sait, il est extrêmement fragilisant sur les populations et sur les opinions, et c'est pour ça qu'il a été utilisé. Alors la résilience, qu'est-ce que c'est que la résilience, hein? Ça veut dire qu'il faut garder les forces de rebond, et comme pour la nature, trouver des stratégies d'adaptation dynamiques. Nous inspirer de l'intelligence de nos écosystèmes par une science de la survie, du remodelage, du remaniement performant. Et Boris Cyrulnik, qui a popularisé ce concept, et avec lequel j'avais déjà travaillé quand j'étais ministre de la Famille, la mise en lumière en psychologie, c'est d'abord un concept qui est physique. La résilience, c'est comment est-ce qu'un matériau qui reçoit un choc se retrouve un équilibre. Donc si on étend ce concept à la psychologie, comme l'a fait Cyrulnik, c'est comment il l'a fait sur les enfants, notamment comment est-ce qu'un enfant qui a subi un drame affreux, un drame terrible, et surtout il fait le récit des camps de concentration, mais ensuite des enfants par exemple qui subissent des maltraitances sexuelles, comment est-ce qu'on peut vivre et revivre et retrouver un équilibre à partir d'un très grand traumatisme. Donc il analyse cela quand il parle du merveilleux malheur. Et il dit ceci, chaque fois que pour retrouver un nouvel équilibre après un choc, il faut avoir la volonté farouche de reprendre son destin en main. Et donc j'utilise cette même métaphore pour dire, mais en politique c'est pareil, ou par rapport au choc que subit aujourd'hui la société française, par rapport aux colères, celles qui s'expriment ou celles qui sont rentrées, par rapport au sentiment d'abandon que peuvent avoir certains citoyens en disant finalement le modèle social français c'est fini, c'est terminé, il faut tourner la page, tant pis pour ceux qui sont plus lents, il faut aller courir vite, aller au rythme du capitalisme financier, et puis tant pis pour ceux qui sont plus lents, qui sont les derniers de cordée, vous voyez, les milieux de cordée. Le problème c'est que il y a même des gens qui n'arrivent même plus à attraper la corde, vous voyez. Et donc par rapport à tout cela, moi je pense qu'il y a des solutions. Et à partir de l'inventaire de ces chocs, alors je fais l'inventaire, j'en ai identifié 5, je fais l'inventaire de 5 chocs. Le choc de l'abandon, où je décris ce que les Gilets jaunes ont vécu, et j'étends ce concept sur les zones périphériques qui ont été décrites, mais pas seulement, ce choc de l'abandon, le choc de l'isolement, comment est-ce qu'on isole aussi pour affaiblir les capacités de résistance, le choc du dénigrement, cette alternance entre les Français qui ne sont pas capables de se réformer, et puis tout d'un coup on fait aussi l'éloge après des grands hommes, etc. Donc cette alternance entre le dénigrement et l'exaltation, qui sont aussi des formes que l'on retrouve dans les modes de harcèlement moral. Le choc de l'arbitraire, vous l'avez décrit aussi, la question de l'arbitraire, parce qu'il n'y a plus de contre-pouvoir. Et puis le 5e choc que je décris sur la société française, c'est le choc de la destruction de ce qui a précédé. Et je montre en particulier dans ce que subit aujourd'hui l'éducation nationale, ou ce qui est subi dans l'environnement, avec la destruction des choses positives qui ont été faites, comment est-ce que, quand il y a une alternance avec une obsession de détruire ce qui a été fait avant, alors qu'un pays a déjà absorbé différentes réformes, comment est-ce que ça crée des secousses supplémentaires. Et l'idée, donc, c'est d'une part d'atténuer ces chocs. Pour que ça aille mieux, il faut arrêter ces chocs. Ça, c'est ce qu'on appelle l'atténuation en écologie. Donc, il faut atténuer ces chocs. Donc, c'est une partie positive aussi par rapport à l'identification de ces chocs, c'est-à-dire mettre des mots sur ce que subit la société française et en même temps dire, mais c'est pas indispensable, ces violences, ces brutalités, ces chocs. Donc, déjà, si on les atténue, ça ira mieux. Et ensuite, l'adaptation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on réalise la résilience, avec quelle forme de gouvernance différente ou d'approche différente des problèmes. Et là, j'identifie 5 langages d'adaptation. L'adaptabilité, précisément, c'est-à-dire une décision politique, une décision de réforme, elle doit sans cesse être réajustée en fonction de la façon dont réagit le corps social. Or là, on a quoi ? On l'a dit, on le fait. Et même s'il y a des manifestations, même s'il y a des manifestants mutilés, des mains arrachées, des policiers traumatisés, et ça continue, des gens qui rendent leur robe, des avocats qui rendent leur robe, des médecins qui rendent leur blouse, non, on continue.
comme si de rien n'était. Ça ne s'est jamais vu. Cet aveuglement, cette incapacité à entendre, cette violence, mais même s'ils ne vont pas dans la rue, ils regardent ce qui se passe à la télévision. Et donc la vraie question, c'est comment est-ce, quand on est en responsabilité éminente de gérer un pays, quand on voit autant de souffrance, comment est-ce qu'on n'a même pas la capacité à réadapter ou à réactualiser des décisions ou à prendre en compte la réaction du corps social, par définition, parce qu'une décision politique, il y a à la fois le contexte, qui est très, il n'y a pas que la décision qui compte, il y a 3 choses dans la réussite d'une bonne décision. Mais c'est vrai en politique, c'est vrai dans une entreprise, c'est vrai dans une famille, c'est vrai tout le temps. Il y a la décision, ensuite il y a le contexte, et il y a ensuite l'évolution de ce que provoque cette décision, donc avec la capacité de prendre en retour cette réaction pour réadapter la décision. C'est ça l'art de gouverner, ou l'art de décider, ou l'art du leadership. C'est pas seulement prendre une décision puis dire quel que soit ce qui arrive, on continue. Donc c'est ça, l'adaptabilité. Ensuite, je montre comment est-ce que l'intelligence, c'est de coopérer plutôt que d'exercer le pouvoir de façon verticale. Et là, je prends des exemples dans la nature. Vous savez, je ne sais pas si vous avez vu ce livre magnifique sur la vie secrète des arbres et qui montre l'intelligence des végétaux. Avec des arbres qui sont solidaires les uns des autres, une racine souterraine qui va anticiper, par exemple, un obstacle souterrain et dont on observe qu'elle va amorcer un tournant sur les racines avant même de percuter un obstacle. C'est extraordinaire ce qu'on est en train de découvrir. Avant, on pensait qu'il y avait le monde des humains, le monde animal qui était un peu plus intelligent, puis le monde des plantes qui était des végétaux, de végéter. Et on découvre qu'il y a une intelligence aussi du monde des plantes. Et parfois, quand je regarde avec précision ce qui se passe, je me dis, mais parfois, les plantes sont plus intelligentes, vous voyez, que certains responsables, que certaines décisions politiques. C'est quand même extravagant. Et donc, je dis, mais voilà... Et je montre ces mécanismes de mise en réseau, de solidarité entre le monde animal, le monde végétal, les arbres qui s'entraident les uns avec les autres, la façon dont ressurgit la nature, etc. Et après un incendie, par exemple, c'est terrible les incendies, vous avez dû voir les incendies de forêt. Et cette nature qui a gardé des petits rhizomes souterrains et les arbres qui vont ressurgir, c'est quand même extraordinaire. Et donc je pense que la politique, elle doit, ou l'art de la gestion de l'humain, vous voyez, doit beaucoup plus travailler en réseau et en solidarité, même en micro-solidarité, que dans cette prise de décision verticale qui est totalement desséchante. Le langage numéro 3, c'est dessiner un horizon. Moi, je pense que la résilience d'un peuple, c'est quand on a la capacité, je l'ai déjà dit d'ailleurs souvent, mais c'est tellement vrai, de dessiner un horizon. Pour dire, voilà quel idéal on se projette, voilà, on va aller tous ensemble vers cet idéal, chacun va donner le meilleur de lui-même, et chaque réforme ne sera pas prise parce qu'il faut réformer, parce qu'il faut privatiser, parce qu'il y a une idéologie sous-jacente. Mais ensuite, chaque décision doit être prise uniquement dans l'objectif d'atteindre cet idéal. Vous voyez, cette vision commune. Et dans cette vision commune, oui, il y a le modèle social et culturel français qu'il faut défendre tout en l'améliorant et tout en imaginant qu'est-ce qu'il peut être dans quelques années, quelles sont les autres aspirations, on les discute, on les fixe, et ensuite, on se met tous en ordre de marche pour atteindre cet idéal et cet horizon. Et ce qui manque cruellement aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'objectif précisé, il n'y a pas d'horizon qui est identifié. On ne sait pas quel est l'idéal de la société qu'on nous propose sur l'effet de ces mécanismes bloc contre bloc, sur cette transparence, par exemple. Ça, c'est un idéal, la transparence d'accès à l'information par rapport aux enjeux sanitaires. Ça fait partie d'un horizon et d'un idéal qui pourrait parfaitement être intégré à ce modèle. Et puis les 2 derniers, c'est la persévérance. Je montre à quel point il faut être persévérant, mais dans l'attention aussi qui est portée. Et enfin, j'explique en quoi la bienveillance, on pourrait dire l'amour des autres, etc., mais ça ferait un peu biblique. Aimez-vous les uns les autres, hein, j'ai dit ça, mais je continue à le penser. On l'a beaucoup moqué, mais donc il y a ce mot qu'il y a un peu utilisé parfois, un peu trop utilisé, de la bienveillance, mais je n'ai pas voulu y renoncer parce que ça fait longtemps que j'en parle. Et je le traite sous l'angle de la culture. C'est étonnant ça, hein. Mais moi je pense que la question du lien culturel est
est absolument crucial. Et dans cette approche de la culture par rapport à la bienveillance, j'évoque une des plus belles politiques régionales que j'ai pu mettre en place, qui était les nuits romanes, c'est-à-dire le droit à la culture vivante, dans toutes les communes, dans tous les petits villages, parce que la démocratisation d'accès à la culture, au beau, et la vraie culture de qualité, à l'art vivant, ça m'est revenu à l'esprit quand j'ai vu sur les ronds-points les gens qui commençaient à retrouver des mécanismes de solidarité. Et quand on a vu avec cette cartographie des révoltes des Gilets jaunes qui correspondait à la fermeture des supérettes, et je me disais, mais comment se fait-il que ces espaces n'aient pas été maintenus pour faire des lieux de culture, justement, et redonner à tous ceux qui sortaient de leur solitude et qui se retrouvaient sur les ronds-points avec cette fraternité qui était revenue, les pique-niques, etc., et ensuite qui ont disparu. Et je pense qu'il y a là vraiment une densité et un potentiel de besoin de vivre ensemble, de besoin de bienveillance et de besoin de culture qui correspond exactement à ce dont on a besoin pour remettre du lien social et pour remettre de la bienveillance. Voilà l'ouvrage que j'ai écrit pour vous et j'espère qu'il vous plaira. On va le mettre en débat. Parce que moi, ce sont les idées que j'ai mises sur la table. Il y en a sans doute d'autres chocs à identifier, d'autres langages à identifier. Et on va imaginer avec les équipes une façon, avec les réseaux sociaux, de discuter, de continuer à construire, de continuer à identifier des besoins et des solutions, parce que je crois que c'est cela aussi dont nous avons besoin pour alimenter ce désir de France et cet avenir de la planète. Merci de votre attention. Écoute, de vos contributions, de votre participation sur les réseaux Internet, de votre intelligence collective. La prochaine université populaire aura lieu le 31 mars sur la culture. Justement, le lien, je le disais tout à l'heure, entre la crise démocratique et la crise culturelle. Donc, on vous précisera le lieu. Il y aura des acteurs, il y aura des hommes et des femmes de culture, des créateurs qui seront là et qui viendront témoigner. Voilà. S'il y en a quelques-uns qui veulent les dédicaces, je suis à votre disposition et je vous dis à bientôt. Merci.